Il existe un grand royaume d'Afrique centrale qui, entre le XVIIe et le début du XXe siècle, développa une forme d'abstraction moderniste. Il s'agit du royaume Kuba, situé à la lisière sud de la forêt tropicale congolaise en Afrique centrale. Ses origines remonteraient au XVe siècle, mais ne prit réellement que son essor qu'au XVIIe siècle, sous le règne de Chamba Bolongongo, qui encouragea les nouvelles cultures et apprit à ses sujets le tissage du raffia et la sculpture. La richesse du royaume Kuba lui a permis de résister à la colonisation plus longtemps que d'autres régions du Congo belge. Contrôlant le commerce de l'ivoire dans ce qui est aujourd'hui la région sud-est de la République démocratique du Congo, l'art et le design étaient au centre de ce royaume. Les hommes et les femmes Kuba étaient des artistes textiles allant même jusqu'à tisser des maisons et broder de la monnaie. À mesure que le royaume s'enrichissait et devenait plus puissant, les hommes et les femmes Kuba ont commencé à créer des motifs de plus en plus abstraits. Les œuvres produites dans les premières périodes de Kuba sont définies par des motifs répétitifs et des détails minutieux. Les textiles, créés au plus fort de la puissance et du prestige du royaume, sont caractérisés par des dessins audacieux et inventifs. Depuis, les textiles de Kuba sont devenus des produits très recherchés, commandés par la royauté et portés ou exposés pour des occasions cérémonielles. Ils ont été présentés lors de l'une des premières grandes expositions d'art africain en Europe, à Bruxelles à la fin des années 1800 et au musée de Brooklyn en 1923. La sculpture décorative d'objets usuels et le velours ouvragé dit du Kasaï sont les arts les plus représentatifs du royaume Kuba. Les tapis Kuba proviennent d'une longue tradition issue du royaume Kuba et de l'ethnie Showa. Les fibres utilisées pour la confection de ces tapis proviennent du palmier raffia et sont teintes de couleurs végétales. La broderie et la technique du velours sont réservées aux femmes, tandis que le tissage est l'affaire exclusive des hommes. Leur fabrication peut prendre plusieurs mois, voire une année entière, se distingue par la finesse des techniques utilisées et l'extrême diversité des dessins et motifs représentés. La plupart des Européens et Américains sur place collectionnent objets sculptés et textiles, soit comme curiosité, soit comme objets d'art, soit encore pour la vente en Europe, car les objets d'art Kuba apparaissent chez les antiquaires européens dès les années 1890. Ces objets sculptés, ciselés et décorés, et surtout les textiles appelés velours du Kasaï, sont recherchés par la bourgeoisie car cet art correspond à l'engouement du temps pour les arts décoratifs de l'Art nouveau et du Jugendstil. Ainsi, en 1897, plusieurs centaines de pièces de velours du Kasaï décorent le salon d'honneur de l'exposition Bruxelles-Tervuren. On y trouve des armes et diverses espèces d'objets de bois dans la section F de la salle ethnographie. La réputation des Kuba attirera des marchands et amateurs d'art divers, des photographes et même des cinéastes, car après-guerre, on produisit au moins 2 documentaires sur la royauté. L'afflux d'objets chez les antiquaires et dans les musées en Europe et aux États-Unis leur donna rapidement une valeur marchande dont les coloniaux sur place furent pleinement conscients. La réputation des Kuba inspire donc les ethnologues Frobenius et Tordet à conduire des expéditions ethnographiques et muséologiques dans le royaume Kuba en 1905, 1906 et 1908. Tous deux sont les premiers à insister que certains parmi les objets qu'ils récoltent sont de véritables œuvres d'art et non seulement des bibelots ethnographiques. Les Kuba, affirmé plus tard Tordet, sont sans aucun doute les plus grands artistes d'Afrique noire en tant que tisserands, brodeurs, sculpteurs sur bois et ouvriers du métal. L'un des objets les plus appréciés de Tordet était un fragment d'un vieux tambour qu'il décrivait comme une merveille et dont Hilton Simpson disait qu'il était la plus belle sculpture jamais réalisée, bien qu'à cette époque, 2 figures royales aient déjà été acquises.
Le tambour, dont seule la moitié est encore intacte, est recouverte du réseau complexe de motifs sculptés caractéristiques de l'art kuba. Avec la publication en 1982 de l'ouvrage L'art royal kuba de Cornet, les statuettes ndop représentant tous les souverains avec leurs attributs personnels ont connu un succès grandissant. Les arts du spectacle, cérémonies politiques, occasions de funérailles royales ou princières, ballets narratifs, le tout de richesse de costumes et des bijoux, ont également joué un rôle interne important pour le maintien du royaume. Les arts du spectacle joueront un rôle de premier plan parmi les spectateurs coloniaux sur place qui se laisseront éblouir par les spectacles et les danses de la cour. Les motifs décoratifs du velours du Kasaï restent encore aujourd'hui source d'inspiration. Les chefs-d'œuvre Congo présentés dans cette vidéo révèlent un chapitre essentiel de l'histoire de l'Afrique centrale se déroulant environ 400 ans avant l'occupation coloniale. Ces créations attestent non seulement de l'exceptionnelle complexité des arts Congo bien avant leur contact avec l'Europe, mais encore de la manière dont les plus talentueux artistes de la région amalguèrent rapidement un flot de nouveautés introduites de l'extérieur. Ces créations permettent de remonter les siècles d'interaction culturelle entre le Royaume Congo et le monde extérieur et de mieux saisir la diversité des esthétiques Congo. Jusqu'à aujourd'hui, le Royaume Congo est un marqueur clé de la construction identitaire de plusieurs mouvements religieux et politiques coloniaux et post-coloniaux, aussi divers que l'UPNA, Union des populations du nord de l'Angola, PDA, Parti démocratique angolais, ABAKO ou ABCE, Alliance des bâtisseurs pour un Congo émergent. Cette vidéo est un hommage au Royaume Congo et également à l'ingéniosité créatrice des sculpteurs et artisans du Congo d'autrefois.